trois exemples très précis par rapport à ça, et je pense qu'ils devraient nous redonner sous le sourire. Je vais parler notamment de Toxin. Voilà, je veux dire, Toxin, on a commencé à réfléchir avec Clément sur un bout de table qui n'était pas plus grand que ça. Je veux dire, aujourd'hui, la première matinale sur YouTube de France, grosso modo, mon média, je suis parti avec 10 abonnés, aujourd'hui j'ai plus de 100 000 abonnés, alors pas payants, mais 100 000 abonnés gratuits, la chaîne YouTube, je suis à 25 millions de vues, et d'autres, des livres comme le mien, ou des livres comme Charles Gave. Donc je veux dire par là, c'est que tous les jours, en fait, quand tu pousses les gens dans leur dernier retranchement, il y a énormément de gens qui, à un moment donné, se disent, attends, on prend pour un imbécile, là. Donc ils vont chercher l'information. Il y a, à un moment donné, ils poussent en fait les gens à être citoyens. Et Emmanuel Macron a été le président qui aura le plus poussé des Français, ou du moins des individus, à devenir des citoyens. Je veux dire, à un moment donné, on le voit, nous, dans nos médias indépendants. S'il n'y avait pas une masse, si la masse, à un moment donné, des gens qui se renseignent, et qui vont chercher l'info ailleurs, nous, on serait morts depuis un moment. Et on évolue en permanence. Et ça, je finis là-dessus, c'est-à-dire que ça s'appelle la sédimentation citoyenne. On ne peut pas faire, du jour au lendemain, d'un individu, un activiste ou d'un militant. À un moment donné, je pense, moi, en tant que non partisan, pas apolitique totalement par rapport à ça, je pense que déjà, arriver à faire d'un individu un citoyen, c'est absolument colossal dans notre pays. Avec la propagande qu'il y a, avec l'abrutissement qu'il y a, avec tout ce qui a été mis en place pour nous la faire fermer, pardon d'être un peu trivial, je me dis, mais quelle force incroyable. Et quand je viens ici, que je vois que la salle est pleine, je me dis, je pense qu'on est en train de gagner la partie. Surtout, moi, quand je parle de gagner la partie, c'est qu'on fait les citoyens. Alors je sais qu'à titre individuel, ça paraît toujours trop long, toujours trop court, qu'on voit toujours les mêmes gens qu'on connaît, qui manifestement baillent aux corneilles, même pour tout l'or du monde, ils ne s'engageront pas. Pour répondre à cette question-là, je continue à penser que c'est une sédimentation qui se fait petit à petit. Les gilets jaunes, combien de gens sur les ronds-points étaient apolitiques? Moi, j'ai bu des coups avec... Ça se compte en millions, les gilets jaunes. Hein, voilà, je sais, c'est pour ça, nous on l'a dit plein de fois, j'ai été attaqué plein de fois là-dessus. Moi j'ai fait énormément de ronds-points partout en France, donc je le sais. Et donc je veux dire par là, c'est que ça sédimente énormément. On ne peut pas se dire, tiens, il ne faut pas croire à un moment donné, et je sais que c'est toujours pareil, quand on est individuellement, on se dit, putain, mon voisin, moi aussi, personne ne va rien faire, il va à la plage, il va au ski, il fait ci, il fait mi. Mais en fait, ça c'est une vision, je veux dire, un peu biaisée, parce qu'on n'a pas une vision globale de l'ensemble du territoire. Voilà ce que je veux dire. Et quand on voit le succès de nos médias indépendants, quand on voit le succès des ventes de nos livres, quand on voit le succès des gens qui se déplacent partout en France, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un peuple qui est en mouvement. Mais le problème du mouvement, c'est qu'il faut le voir venir. Voilà. Et qu'on ne peut pas, à un moment donné, avoir cette vision globale d'un mouvement national. Voilà. Moi, je suis assez confiant. Sinon, je serais resté chez moi. Okay. Je veux dire, regardez les gilets jaunes et regardez les agriculteurs, on a tous vu des figures très rapidement émerger. Alors les gilets jaunes, ils ne voulaient pas de représentants, ça s'explique, ça se comprend, en fait ça s'explique concrètement par rapport à ce qu'ils avaient vécu, mais par rapport à ce qu'on vit en tant que peuple, mais je veux dire, il y a toujours à un moment donné des figures qui émergent très vite, notamment les agriculteurs, c'est pareil. Il y a des gens qui ont émergé très vite, quel que soit, notamment chez les SR. Donc je veux dire par là, c'est qu'effectivement cette stratégie du chaos de dire, bon moi, je reste chez moi, et le jour où ça va péter, tant mieux, on verra bien ce qui va en sortir. La réalité, c'est que ces gens resteront toujours au bord du chemin. Toujours, ils resteront au bord du chemin. Parce que dans ces moments-là où c'est difficilement palpable, il y a des choses qui se font. Toi, tu le fais de ton côté, avec Branco et les autres. Et il y a aussi pas mal de mouvements qui se constituent comme ça, un peu partout. Et ça permet de sédimenter et surtout de structurer. Parce que le chaos, c'est une chose, la tempête qui vient, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ? La réalité, c'est que derrière, à un moment donné, un pays doit être repris. Et c'est la stratégie des 1000 noms. C'est d'avoir 1000 noms pour essayer de remonter, à un moment donné, une administration, des ministres, une structure d'État avec des convictions, des gens qui ont du courage et qui permettent, à un moment donné, de mettre le pays sur les bons rails et surtout, en l'intérêt des citoyens. C'est surtout ça, et de remettre la démocratie, avec un grand D, au centre du jeu. Je continue de penser que... Alors, médiatiquement, on me dit souvent, mais tu vois qui ? Alors aujourd'hui, je sais qu'on en a parlé un peu avec certains d'entre vous avant la conférence, mais... Dans la politique actuelle, j'en vois pas beaucoup. Manifestement, voire presque aucun, on va dire, ou aucun. Allez, je exagère un peu, mais je veux dire par là, c'est que, du moins ceux qui sont au pouvoir en ce moment-là, les ministres, les retours, les machins et tout. Je parle pas des candidats ou des forces politiques, je sais qu'il y en a ici, des LF, ou Patriotes ou d'autres. Je parle de ceux qui sont actuellement là, qui tiennent les manettes là. Eux là, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'ils partiront à l'eau du bain. C'est sûr et certain. Mais je veux dire par là, c'est que les gens intelligents, il y en a énormément dans ce pays, qu'on ne voit pas médiatiquement, que vous ne verrez pas sur PF1, que vous ne verrez pas sur BFM. Des gens qui sont vraiment structurés, intelligents, brillants, et qui ont des convictions. Parce que si c'est pour mettre des gens qui ont des convictions en texture de tuyau d'arrosage, on ne va pas s'en sortir. Mais je continue de penser, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir.
d'accord, parce que dans la tempête qui vient, il faut à un moment donné qu'il y ait soit des figures politiques un peu annexes, ou des gens qui soient capables à un moment donné de reprendre. Regardez les partis politiques, que ce soit DLF, Nadine, ou les Patriotes ou d'autres, il y a énormément de militants. Qu'on partage ou pas les idées des uns et des autres, mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui sont extrêmement déterminés, qui prennent sur leur temps perso, tout en sachant qu'ils ne peuvent rien obtenir, puisque leurs candidats, ou du moins les chefs de parti, sont carrément mis à l'écart de la politique française. Donc je trouve quand même que ça, c'est une ébullition dans ce pays qui est énorme. Mais cette ébullition, elle est propre à notre pays. Elle est propre à notre pays. Je veux dire, ce pays-là, il a vécu bien pire que ça et on s'est toujours relevé. Donc je continue à penser qu'il faut être plein d'espoir qu'on est ici. Voilà. Quand tu lis la Révolution française, je ne veux pas revenir à ça, mais dire, à Paris, il y avait 15 ou 16 ou 20 fédérations de sans-culottes, ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils se faisaient la guerre en permanence. Donc ça, finalement, c'est toujours l'histoire qui est comme ça, mais le jour où il y a quelque chose qui émerge, véritablement, généralement, les gens qui ne veulent pas s'allier, je le dis souvent, ils sont balayés, littéralement. Je continue à penser. Alors, oui, là-dessus, il y a plusieurs points. Il y a le mandat impératif, révocatoire, ce qu'on veut. C'est une chose, ça peut être intéressant, bien entendu. Mais il ne faut pas s'exonérer de cela, là. Parce qu'une démocratie, moi je sais, j'entends souvent mais je suis assez toujours intéressé par le mandat révocatoire. Mais ça ne veut pas dire que si vous mettez un mandat révocatoire ou une espèce de démocratie parfaite, du moins directe, ça ne veut pas dire que ceux-là ils vont s'intéresser plus ou moins à la politique. Et si vous avez une minorité de Français qui s'intéressent à la politique, vous serez toujours, à un moment donné, tenu par un groupuscule qui récupère le pouvoir. Après, sur le rôle de l'Assemblée, et vous avez raison, j'en ai parlé dans l'opposition politique, j'ai dit clairement ce que j'en pensais, du RN passant à la LFI. Et j'ai toujours dit que c'était à un moment donné, là manifestement, il y a des gens qui trahissaient pour des jeux politiques, et j'ai parlé du système économique et financier, que c'était les partis politiques. Je continue à penser que moi, ce ne sont pas les institutions, hormis Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire beaucoup de ménage par rapport à ça. Enfin, moi, je le vois en tant qu'éditeur politique, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que le Conseil constitutionnel, à un moment donné, a la pleine puissance sur le peuple, c'est-à-dire qu'il s'exonère totalement du peuple et il décide tout seul. Ça, manifestement, je pense que là, il y a truc. Mais sur la question politique qui est intéressante et nos institutions, moi, je crois que ça me parle un peu. Je pense que De Gaulle avait bien vu ce qu'il était en train de faire et qu'en pris une espèce de monarchie républicaine, où je pense qu'à un moment donné, cette constitution était une chance sous De Gaulle, elle est un péril sous Macron, sous Sarkozy, sous Hollande et sous Chirac. Manifestement. Je pense que c'est pas tellement les institutions à changer, c'est qu'à un moment donné, je n'avais pas parlé parce que sinon j'allais faire 2 heures de conférence, mais l'effondrement dont je parle des Français, c'est aussi l'effondrement de nos élites. Dire on s'est retrouvé avec des gens qui sont débiles, qui sont ineptes, qui sont nuls. Quand on a des Prisca Thévenot, quand on a des Sibeth Ndiaye, quand on a des Bruno Le Maire, on a des gens qui sont bêtes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, et je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas la tanche la mieux oxygénée du bassin. Je veux dire, après qu'il soit manipulateur, c'est évident, mais je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des gens qui sont quand même pas super intelligents, pas très brillants, et qui n'ont aucune épaisseur. Parce que s'ils avaient une épaisseur, on est machiavélique qu'à partir du moment où on a de l'intelligence. Parce que le machiavélisme réclame de l'intelligence. Quand vous avez des gens comme ça, ils sont pas machiavéliques, ils sont juste bêtes, donc ils font absolument n'importe quoi, et ils nous coulent pour des intérêts personnels et privés. Parce que quand vous perdez l'intelligence, vous perdez en densité, vous n'avez plus de culture, donc quand vous n'avez pas de culture, que vous incarnez pas un pays, que vous, à un moment donné, vous n'êtes pas transcendé par la fonction en disant « je suis là, mais c'est pas en mon nom, c'est pour défendre ma nation », que ce soit en tant que ministre, secrétaire d'État ou président de la République, à un moment donné, vous faites quoi ? Vous vous tournez, comme beaucoup de gens, vers les intérêts privés. C'est-à-dire ma gamelle à moi, mon intérêt à moi. C'est-à-dire que ces gens sont vides. Ils sont littéralement vides, ils sont incultes en plus, ils sont incultes. Parce que ça, alors là c'est un championnat de l'inculture, là. Là, je veux dire. Et on se retrouve avec des gens qui sont doux et mal intentionnés et machiavéliques, mais ils n'arrivent pas à le cacher. Donc je continue à penser, pour finir très vite là-dessus, pour laisser la parole, c'est qu'à un moment donné, moi je ne remets pas en cause les institutions, je remets en cause une partie de la population qui a été abrutie délibérément par le pouvoir en place et par le soft-power américain et autres. Je vais faire très vite là-dessus parce qu'on pourrait y passer un moment. Et aussi par une classe politique qui finalement a fructifié là-dessus. Et qui dit, comme dit Dorphil, je le dis, on y revient toujours. Et ça passe, on fait ça, et ça passe, on fait ça, et ça passe. Et littéralement, je pense qu'à un moment donné, ça donne donc une éducation populaire de premier niveau, un redressement immédiat de l'éducation nationale pour que nos gamins
à un moment donné, ne soient pas des utilisateurs de TikTok ou de Snapchat, mais des citoyens en devenir avec un libre arbitre et une capacité de comprendre et de définir ce qu'est la citoyenneté, et de pouvoir décider par eux-mêmes et pour le pays. Et ensuite, à un moment donné, peut-être des ajustements sur le système politique avec des mandats révocatoires, dans le cas où un député qui devrait être, à mon avis, un député de la nation et pas un député d'un parti, pour ça, ça pourrait être intéressant. Mais je pense que les ajustements sont multiples, mais c'est pas perdu. Voilà. Et c'est terrible ce que tu dis, parce qu'en fait, on se rend compte que dans les médias, notamment l'USAID, personne des grands médias n'en parle. Personne. Et je pense que Musk a tout dit. Il a dit ils n'en parlent pas parce qu'ils sont mouillés. Littéralement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est terrible parce que ça, c'est un scandale mais international, mondial. Nous, ça fait combien de temps qu'on le dit? On a été traités de tous les noms pour avoir dénoncé ça, de tous les noms. Et effectivement, oui, il faudra en parler. Mais après, je finis là-dessus la conférence. En fait, tu ne peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Mon père me dit toujours. Mon père me dit, à un moment donné, tu veux pas lire aujourd'hui, ben je ne ferai pas boire un âne qui n'a pas soif. C'était une façon de parler, mais je trouvais que c'était assez pertinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui veut pas comprendre, qui veut pas savoir, qui veut pas écouter, qu'est-ce que je te dis? Le tout, c'est d'arriver à une masse critique de citoyens. Et les autres, comme des bandes de maquereaux, suivront. Ils suivront. C'est malheureux, mais toute l'histoire de France a donné ça. Hein. C'est humain, on ne fait même pas l'histoire de France, c'est humain, c'est l'humanité. Voilà. Et bah, sur cette parole. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.